Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 11 janvier. Voici les titres. Plus de 300 plaintes déposées depuis l'instauration du pass sanitaire. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les élus sont devenus la cible récurrente de violences. 60 ont même été menacés de mort rien que sur ce début d'année. Et des faits qui concernent dans les Yvelines certains maires et parlementaires. Le cri d'alerte de l'établissement français du sang, les stocks de produits sanguins sont à un niveau critique jamais vu et le contexte sanitaire n'arrange en rien la situation. Explication avec le directeur de l'EFS Île-de-France. Enfin, la population yvelinoise a connu une légère hausse entre 2013 et 2019. Le département compte 1 448 207 habitants selon l'INSEE. Que retenir de ce chiffre? Comment l'expliquer? Nous poserons toutes ces questions au directeur régional adjoint de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un député La République En Marche de Saint-Pierre-et-Miquelon agressé devant chez lui dimanche. C'est l'un des derniers événements révélateurs de ce climat de tension envers les élus depuis l'instauration du pass sanitaire qui va devenir bientôt pass vaccinal. 1186 auraient été pris pour cible sur les 11 premiers mois de 2021 selon le ministère de l'Intérieur. Et des menaces et violences que connaissent aussi plusieurs élus du territoire yvelinois. Le reportage de Mélanie Poquet et de Nicolas Dandry. Aurore Berger, députée de la 10e circonscription des Yvelines, comparée à une femme tondue après la Seconde Guerre mondiale dans un tweet au compte aujourd'hui suspendu. Bruno Millienne, député de la 9e circonscription, menacé de mort. Depuis l'annonce d'un projet de loi pour un pass vaccinal, les élus de la majorité sont pris à partie, comme Yael Braun-Pivet qui a reçu plusieurs menaces par mail et par lettre manuscrite ces 2 dernières semaines. De l'inquiétude et un peu de colère en fait, parce que de l'inquiétude parce qu'on voit que certaines de ces personnes qui font ces menaces-là passent à l'acte et ne s'arrêtent pas à ce qui est déjà une infraction pénale, hein, l'intimidation, les menaces, et puis la colère parce que lorsque vous vous engagez en politique, vous avez des intentions de servir vos concitoyens, de servir l'intérêt général. Vous faites le mieux que vous pouvez dans cet engagement-là, qui est un très bel engagement. Et vous n'imaginez à aucun moment que cet engagement va vous conduire à cette inquiétude. Moi, je suis plutôt de ceux que ça renforce parce que vous ne pouvez pas laisser le débat public être ainsi dévoyé. Vous ne pouvez pas laisser ces individus, quels qu'ils soient, abaisser ce débat et finalement le réduire à néant. Donc, je crois qu'il est de notre rôle, à nous qui avons décidé de nous engager dans notre vie publique, de nous battre, de défendre le débat et inlassablement de rappeler que tout doit se résoudre par le dialogue et par la démocratie. Face à ces dernières semaines sous tension, Aurore Berger a lancé un cri d'alerte. La députée appelle à un front commun, un sentiment partagé par la présidente de la commission des lois. Il y a aussi, et évidemment, la réponse judiciaire dans le sens où on ne peut pas laisser passer de telles agressions, on ne peut pas laisser passer une telle violence. Donc il faut la condamner dans les tribunaux, il faut la condamner publiquement lorsqu'on est responsable politique et sans conditionnalité. Ce mardi 11 janvier, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, réunit en soirée les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour faire un point sur ces violences et sur la réponse judiciaire à apporter. Le proviseur adjoint d'un établissement de Limay visé par des tirs de mortier. Les faits se sont produits hier lundi devant le lycée Condorcet. Vers 8h15, un groupe de jeunes entend démarrer un blocus du site, prétextant la situation sanitaire. 4 d'entre eux tentent même de mettre feu à des poubelles. C'est à ce moment qu'intervient le principal adjoint. Il est la cible à 5 ou 6 reprises de tirs de mortier et touché une fois dans le dos, fort heureusement sans être blessé. Les 4 individus ont été rapidement interpellés. 3 de ces jeunes, âgés de 16 ans, sont élèves au lycée et inconnus des services de police. Un protocole sanitaire assoupli dans les écoles. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce lundi 3 mesures. Les parents pourront désormais venir chercher leur enfant en fin de journée lorsqu'un cas positif est décelé dans une classe, lorsqu'un enfant est cas contact. Il pourra se soumettre seulement à 3 autotests qui en plus seront donnés gratuitement en pharmacie sur attestation délivrée par l'école. Enfin, une seule attestation sur l'honneur sera à fournir par les parents concernant la réalisation de ces autotests. Modification de ce protocole à 2 jours d'une mobilisation. Les syndicats d'enseignants appellent à la grève ce jeudi pour dénoncer un protocole intenable dans les écoles. Du côté des élus, l'inquiétude règne également. Sur Twitter ce lundi, Jean-Baptiste Amonique se questionnait par exemple sur la continuité des services publics. La politique de test n'est plus tenable, nous ne tiendrons pas longtemps avec les écoles, affirmait le maire de Villepreux, où une école et plusieurs classes sont fermées et où de plus en plus d'absences sont recensées parmi les ATSEM et les animateurs. Au lendemain des annonces du Premier ministre, voici sa réaction.
Je salue évidemment ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre, c'est-à-dire de pouvoir uniquement passer à des autotests pour les 3 tests. Ça ne règle pas tout évidemment, mais j'espère que ça va apporter un petit peu de souplesse, notamment pour le quotidien des familles, qui était devenu depuis ces derniers jours un véritable enfer. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Ce que ça ne résout pas, juste pour conclure là-dessus, c'est évidemment le fait que les enfants vont devoir continuer à être testés assez fréquemment. Moi, je me pose quand même réellement la question de ce jusqu'au boutisme sur l'ouverture des écoles, sachant que j'y suis extrêmement favorable. Mais quand je vois ce qui se passe concrètement sur le terrain, je m'interroge parce que je vois que les continuités pédagogiques sont perturbées et que finalement, on demande aujourd'hui aux enseignants, aux animateurs de centres de loisirs de faire de la garderie d'enfants, évidemment à l'heure où on a les parents qui sont aussi en télétravail 3 à 4 jours. Donc la situation est complexe pour tout le monde. Et je vous rappelle donc que les enseignants appellent à la grève ce jeudi, un mouvement qui s'annonce suivi. Conséquence, l'accueil de votre enfant pourrait être perturbé à l'école. Nous ferons le point demain, mercredi, dans le journal sur les prévisions dans les communes. Un niveau de réserve critique et des chiffres jamais connus depuis la création de l'établissement français du sang il y a 22 ans. Au niveau national, moins de 80 000 poches de globules rouges sont à ce jour disponibles, alors qu'il en faudrait minimum 100 000. On fait le point sur la situation avec le directeur de l'EFS Île-de-France, interrogé par Mélanie Poquet. Nous sommes tout autant touchés que les autres régions. La situation est difficile dans l'ensemble des régions, dans la mesure où l'EFS est un établissement unique et nous avons un maillage territorial qui fait que l'ensemble des établissements sont reliés entre eux et en permanence nos stocks sont équilibrés pour qu'ils soient corrects, ou en tout cas le plus correct possible sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'actuellement nous partageons collectivement la pénurie. Nous pratiquons à peu près 70% de notre collecte en dehors de nos murs, dans les communes, dans les salles communales, dans les entreprises, dans les écoles, dans les universités. Les salles communales, pendant un temps, ont été difficilement accessibles, tout simplement parce qu'elles étaient réquisitionnées pour réaliser des centres de vaccination ou des centres de dépistage. Le télétravail s'est très largement développé dans les entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous allons dans des entreprises qui sont généralement des entreprises très généreuses, eh bien, nous nous retrouvons confrontés à des niveaux de télétravail extrêmement importants qui font que les donneurs ne sont pas présents. Sur les 2 premières semaines du mois de janvier, 40 salariés de l'établissement ont renoncé à leur congé. 40 salariés ont renoncé entre 1 jour de congé et 1 semaine de congé pour que tous les jours de la semaine, nous puissions organiser une collecte supplémentaire. Dans l'actualité également, cette énorme escroquerie révélée par le parquet de Caen. Un couple habitant des Yvelines aurait pendant plusieurs mois détourné des milliers de litres de carburant. Un dispositif technique permettait à l'homme de 33 ans et sa compagne de 28 ans de ne payer qu'une petite partie des pleins effectués. Ils auraient agi dans l'Eure, la Seine-Maritime et les Yvelines, montant total du préjudice 88 000 € pour environ 64 000 litres de carburant. Lors de la perquisition du domicile des 2 individus, la police a découvert une somme importante en liquide, des jeux de plaques d'immatriculation, des pompes et bidons. Les véhicules concernés ont été saisis. Une information pour escroquerie en bande organisée a été ouverte. Les 2 personnes ont été déférées vendredi par le parquet de Caen. Combien sommes-nous d'habitants dans les Yvelines ? L'INSEE a répondu à cette question en dévoilant ses statistiques sur l'évolution de la population dans le département. Quelles sont les villes qui ont vu leur population baisser ? Qui sont celles au contraire qui ont vu leur population augmenter ? Les détails dans ce sujet de Mickaël Elmidoro.
Et on parle justement de ce sujet avec Moustapha Touahir. Bonsoir. Bonsoir. Qui est avec nous par visioconférence. Vous êtes le directeur régional adjoint de l'INSEE Île-de-France, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et vous êtes également le chef du service des études et de la diffusion. Alors le sujet, le disait Moustapha Touahir, les Yvelines comptant en 2019 1 448 207 habitants, soit une progression de 0,3% depuis 2013. Comment ça se calcule justement cette évolution démographique? Comment travaille l'INSEE? Alors, l'INSEE, pour diffuser ces données sur l'évolution de la population, s'appuie sur l'opération du recensement. Donc, le recensement de la population consiste en fait à interroger chaque année une partie de la population. On ne réalise plus depuis 2004 de recensement général. On interroge un bout de la population chaque année. En fait, le bout en question, c'est 1/5 de la population. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, on réalise un recensement exhaustif, mais une fois tous les 5 ans. Donc, ça va être le cas dans les Yvelines, par exemple, de Saint-Rémy-les-Chevreuses ou de Villepreux. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, on va faire un recensement par sondage. On va interroger chaque année une partie de la population uniquement. Et ensuite, en compilant toutes ces données collectées sur 5 ans, on est en mesure de diffuser une population pour l'année médiane. Concrètement, le recensement 2018 s'appuyait sur les collectes qui allaient de 2016 à 2020. Et avec le Covid, on n'a pas pu réaliser d'enquête en 2021. Et c'est pour ça qu'on a diffusé des données qui portent sur un cycle de 6 ans et non pas de 5 ans. C'est lié au report de l'enquête de l'année dernière qui n'a pas pu être réalisée. Donc habituellement, ça se fait sur 5 ans. Là, c'est sur 6 ans, on l'a compris, avec cette crise sanitaire. Il y a 2 données aussi qui sont importantes. C'est le solde migratoire et le solde naturel. C'est bien ça ? Exactement, en fait. Quand on regarde comment évolue la population d'un territoire donné, 2 moteurs peuvent être identifiés. Soit le solde naturel est positif, c'est-à-dire que le territoire compte davantage de naissances que de décès, donc on parle de solde naturel. Soit c'est le solde migratoire qui explique la hausse de la population. Un solde migratoire positif correspond à un territoire qui accueille davantage de personnes qu'il n'envoie partir. Et selon les territoires dans les Yvelines, on va avoir soit le solde naturel qui va être positif, soit le solde migratoire, ou parfois les deux dans les territoires qui sont les plus dynamiques. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier justement ces évolutions démographiques? Alors sur 5 ans habituellement, là c'est sur 6 ans. Finalement, c'est une période qui est ni trop longue, ni trop courte. Ça permet d'avoir un indicateur assez fiable? En fait, oui, tout à fait. Ça permet d'avoir des évolutions fiables. Comme le recensement correspond en fait à l'empilement de plusieurs enquêtes annuelles, on a besoin de comparer des recensements qui n'ont pas en commun d'années de collecte. Et c'est pour ça qu'on va comparer les données du recensement 2019 qui portent sur les collectes qui vont de 2016 à 2020 au recensement 2013 qui va porter sur les collectes de 2011 à 2015. Il ne faut pas que les périodes de collecte se chevauchent pour que les évolutions calculées soient les plus fiables possibles. Et pour les... Oui, allez-y. Allez-y. Terminé. J'allais dire, pour les communes, les populations légales vont conditionner les dotations globales de fonctionnement. Donc, il y a des enjeux financiers. Une commune a des dotations qui sont liées, en fait, à sa population. À moyen terme, la population va permettre de réaliser des projections de population. En fait, en regardant la population d'un territoire à une date donnée, on peut regarder justement comment elle évolue, comment elle est susceptible d'évoluer. Et on peut se poser des questions sur les équipements dans la commune. Est-ce qu'il faut construire des écoles? Est-ce qu'il faut construire des EHPAD? Ce sont des questions pour lesquelles les données de l'INSEE sont extrêmement utiles. Dernière question sur la méthode, et on va passer aussi au volet explication, voir un petit peu comment expliquer ces chiffres. Pourquoi ce décalage entre 2019 et 2022? Est-ce que c'est dû aussi à la crise sanitaire? Et vous le disiez aussi, le temps de compiler toutes ces données, ça prend aussi du temps, on l'imagine. Et exactement, en fait. Comme on a besoin de 5 années, on va ensuite, une fois qu'on aura collecté ces 5 années, on va considérer que les données qu'on va diffuser vont être relatives à l'année médiane, en fait. Donc, on est forcément un peu en retard. Mais l'avantage, c'est qu'on est en mesure de diffuser des données de population tous les ans. Ce qu'on ne faisait pas auparavant quand le recensement était exhaustif et qu'on interrogeait une année donnée toute la population, mais c'était une opération tellement lourde qu'on ne pouvait pas le faire tous les ans. Et donc, on le faisait tous les 8, 9, 10 ans.
Et l'INSEE, depuis 2004, a fait le choix donc, de ce recensement tournant qui permet encore une fois de diffuser des données chaque année. Alors, si on regarde de plus près ces chiffres, justement, pour la période 2013-2019, on voit donc que dans les Yvelines, il y a une hausse de 0,3%, qui est assez similaire finalement à la tendance francilienne qui est, elle, de plus 0,4%. On voit qu'il y a des hausses partout en Ile-de-France. Finalement, c'est que dans la ville de Paris, où la population a décru entre 2013 et 2019, comment on les explique ces tendances, justement, qu'il y a un tout petit peu plus d'habitants dans la région francilienne et au contraire un peu moins dans la ville parisienne ? Effectivement, Paris, depuis 2011-2012, perd des habitants. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les habitants qui quittent la capitale, pour une grande partie d'entre eux, restent en région Île-de-France. Et on a, en fait, un phénomène qui s'apparente à des sauts de puce. Les Parisiens plébiscitent, lorsqu'ils quittent la capitale, le département des Hauts-de-Seine et, de manière générale, les départements de la Petite Couronne, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Et les habitants des Hauts-de-Seine, qui quittent aussi, en fait, en nombre assez important leur département, eux vont privilégier les Yvelines. Et quand on regarde ce qui se passe dans les Yvelines, on voit que les Yvelinois vont, pour une partie d'entre eux, privilégier les départements limitrophes de l'Eure-et-Loire par exemple. Donc on a ces phénomènes de saut de puce, ce qui fait que Paris perd des habitants. Dans les autres territoires, on a un solde naturel qui est suffisamment élevé pour permettre une hausse de la population. Mais si on regarde uniquement les mouvements migratoires, on se rendrait compte que les Yvelines, comme les Hauts-de-Seine, sont déficitaires par rapport aux autres territoires qui les entourent. On voit aussi que les communes rurales sont de plus en plus plébiscitées avec des hausses assez significatives. La commune de Flacourt qui a une hausse de 5,2% sur la période, elles sont de plus en plus plébiscitées, on le voit, hein, ces communes rurales. Là, c'est le cas aussi pour le département des Yvelines. Effectivement, quand on regarde les données dans le détail, on se rend compte que les territoires les plus ruraux, comme le Pays Houdanais, par exemple, ou la Haute-Vallée de Chevreuse, sont des territoires qui attirent davantage d'habitants. Donc, le solde migratoire y est positif. Et à l'inverse, on a des endroits comme la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui perdent des habitants dû au jeu des migrations résidentielles, et pour lesquels finalement la démographie se maintient grâce aux naissances qui sont plus importantes que les décès. Mais effectivement, les territoires ruraux sont attractifs du point de vue résidentiel. Là, on parle du recensement de la population en 2019. On n'a pas encore les données post-crise qui nous permettraient de confirmer la tendance. Il faut attendre un peu avant de se prononcer sur cette période post-crise. Oui, justement, dernière question, on n'a pas une boule de cristal, on ne voit pas dans l'avenir, mais est-ce qu'on pourrait penser que cette tendance pourrait se poursuivre ? Justement, on a vu pendant les différents confinements des habitants fuir les villes et aller davantage vers des maisons avec jardin. C'est le cas dans les Yvelines, hein. Il y a de nombreuses possibilités en la matière, mais est-ce qu'on pourrait voir cette tendance se poursuivre, de voir des personnes venir par exemple dans les départements de Grande Couronne ? Alors, c'est une hypothèse qui est hautement crédible, d'autant qu'on assiste à un développement massif du télétravail. En Île-de-France, on compte des parts importantes de cadres qui occupent des emplois très souvent télétravaillables. Donc, c'est une hypothèse qui est crédible. Ce qu'on a vu, par exemple, à la rentrée autour des écoles, c'est qu'on a effectivement une baisse du nombre d'élèves inscrits, par exemple, dans le premier degré, une baisse qui ne touche pas uniquement Paris. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'Île-de-France, et c'est un peu nouveau, on a moins d'enfants dans le premier degré, et ça concerne l'Académie de Créteil et de Versailles, aussi bien que l'Académie de Paris. Donc peut-être que peut-être qu'on va continuer à assister en fait, à cet étalement et ces sauts de puce, en fait, mais avec des volumes qui seraient plus importants encore. Il faut patienter, je dirais, avant de répondre de manière ferme à la question. Merci Moustapha Touayer pour toutes ces explications. On y voit un peu plus clair dans ces chiffres. Merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes le directeur régional adjoint de l'INSEE Île-de-France, également chef du service des études et de la diffusion. Le sport, il participe pour la 23e fois au Dakar. L'Yvelinois Jean-Pierre Garcin est le copilote pour cette édition de Lionel Bauch et PH Sport à bord d'une Peugeot 3008. La compétition se déroule jusqu'à vendredi en Arabie Saoudite. Après l'étape numéro 9 de Wadi Ad-Dawazir, conclue ce mardi à la 35e place, ils sont actuellement à la 48e place au classement général des autos. L'objectif, c'est d'aller au bout de cette course, on le sait, difficile, et terminer au moins dans le top 50 du classement final.
Direction la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines. Avant de vous laisser, la plasticienne Viviane Sagnier expose depuis samedi et ce jusqu'au 20 février. L'artiste propose une installation visuelle et sonore. Les détails dans ce sujet de Bichente Maria Santisteban et de Margot Gesio. Alterspection, c'est le nom que la plasticienne Viviane Sagnier a donné à son installation. Jusqu'au 20 février prochain, elle investira la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines. À travers ses textiles entremêlés, l'artiste souhaite transmettre des émotions. Tout l'espace est fait pour que le public puisse venir et ressentir quelque chose. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que le public ait ce moment-là. C'est-à-dire que l'œuvre soit plus un vecteur d'émotion et un vecteur de senti, plutôt que simplement la traduction d'une émotion quelconque. Initialement, son œuvre invitait les visiteurs à toucher ses formes, mais il a fallu s'adapter. Mon travail de manière générale est tactile intégralement, donc évidemment avec le Covid ça n'a pas pu être possible, donc tout ce travail a été repensé pour qu'il soit Covid-friendly. La plasticienne a également été en résidence à la commanderie. L'organisation est fière désormais de lui consacrer un espace. Je l'ai vu vraiment beaucoup travailler et je suis très heureuse d'enfin pouvoir montrer son travail qui a été vraiment pour le coup là pensé pour le grand atelier dans la commanderie et je trouve que elle en a fait vraiment un lieu magique. J'espère que les gens vont penser ça aussi. L'installation est liée à celle d'un autre artiste, Nicolas Henry. Le photographe, plasticien et metteur en scène y présente Cabane imaginaire et Esprit de la nature. Un vernissage des deux expositions est prévu le 12 février prochain. Viviane Sagnier interprétera d'ailleurs une performance dansée au milieu de son installation. Et dans un instant, ne manquez pas le 7-8 Culture présenté par Célia Gatsongo. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.